Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. L'investissement privé est inquiet à cause de la situation internationale de Trump, mais aussi un petit peu l'instabilité politique. La consommation, elle est en berne, parce que les gens sont inquiets. Et vous avez ensuite la dépense publique. Monsieur Le Cornu, il se dit, bon, le sale boulot va être fait par le Sénat, qui est majoritairement à droite. Donc là, on va discuter, oui, des choses, on met des amendements à droite et à gauche, puis le texte passe au Sénat, puis lui, il peut le détricoter, les amendements, etc., et puis le renvoyer à l'Assemblée, et puis là, on est pris par le temps et la peur de ne pas avoir de budget, parce que si on n'a pas de budget, c'est très grave. Qu'est-ce qu'on fait? On le passe par ordonnance. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'Instant Porcher. Chaque semaine, on entend tout et son contraire sur l'économie. Alors avec Thomas, on est là pour détricoter tout ça. Et on en a du travail. Le média est d'ailleurs en pleine riposte. L'extrême droite, aidée par des médias financés par des milliardaires, cherche à imposer sa vision en muselant les diversités des voix et en bafouant le pluralisme. Nous avons besoin de vous pour ouvrir la TNT aux médias indépendants. Imaginez un monde médiatique avec une télé des médias indés. Cette bataille pour la démocratie nous concerne tous. Alors signez notre pétition sur tnt-d-1d.fr et soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, aujourd'hui, à l'heure où les députés s'empoignent sur la question épineuse du budget, que les alliances se font et se défont, que les négociations battent leur plein, on a décidé de faire ensemble une petite pédagogie de ce qu'est un budget d'État et de son rôle en économie. Ma première question va être très simple. À quoi sert un budget en économie ? Alors, c'est une très bonne question, parce que dans la tête des gens, un budget, c'est quoi? Il faut trouver des recettes, il y a des dépenses de l'autre côté, et il faut que ces recettes et ces dépenses s'équilibrent. Dans la tête des gens, c'est juste ça. Donc, ils n'arrivent pas à percevoir pourquoi parfois un budget est déficitaire, pourquoi parfois il peut être excédentaire, et ce n'est pas forcément un signe que l'économie est plus puissante que quand c'est en déficit. Donc, il est important de rappeler à quoi sert un budget. En fait, quand on regarde un budget, on voit à travers ce budget les choix politiques, le programme économique que les dirigeants politiques ont choisi de mener. C'est ça en fait. Donc le budget est extrêmement politique et c'est le reflet de choix de politique économique. Donc vous allez parfois avoir des budgets qui peuvent être en déficit quand il s'agit de financer des investissements, que ce soit dans l'éducation, dans la santé ou dans les nouvelles technologies. Et puis parfois, vous allez avoir un budget excédentaire, mais dont on ne perçoit pas la direction où veut aller le pays. Par exemple, un petit pays pétrolier qui va recevoir énormément d'argent du pétrole, mais qui ne sait pas trop où le dépenser, qui va donner des bourses, des rentes, mais on ne sait pas trop pour quelles raisons. Ben là, on se dit, bon, est-ce que ça va très bien? On ne sait pas. Donc le budget, c'est vraiment la photographie d'une volonté politique. Et après, parfois, des déficits peuvent être là si la volonté politique doit être satisfaite. Parce que les gens imaginent un peu le budget comme leur budget familial, finalement, où il faut que le plus, le moins soit à zéro. Oui, mais alors c'est très intéressant ce que tu dis. C'est que la plupart des gens ont l'impression que dans leur vie, ils sont toujours à l'équilibre. Alors, c'est vrai que parfois, si vous avez un découvert, les banques viennent vous taper dessus, etc. Mais quand vous prenez, par exemple, les propriétaires, même des jeunes propriétaires qui achètent un appartement, ils ont des remboursements sur parfois 25 ans. Ils empruntent, ils payent un intérêt très élevé, qui est un poste important dans leur remboursement. Et en réalité, si on met la dette de ces ménages par rapport à ce qu'ils gagnent chaque année en termes de salaire, on a des taux d'endettement de 500-600% qui sont largement au-dessus de l'endettement public. Et vous avez aussi beaucoup d'entreprises qui sont parfois très importantes et qui sont en déficit. Tesla était en déficit pendant une quinzaine d'années. Pendant les 30 Glorieuses, toutes les entreprises françaises étaient en déficit. Et c'est pas pour ça qu'elles étaient mauvaises, c'est qu'à un moment, vous avez une entreprise qui commence à émerger, elle ne gagne pas encore d'argent, parfois elle en perd encore un peu, mais c'est une entreprise qu'on juge être importante, donc il faut qu'il y ait des financements pour qu'elle puisse se développer. Toutes les grandes entreprises que nous avons aujourd'hui se sont développées dans un contexte où elles-mêmes, ces entreprises-là, étaient en déficit. Si on avait appliqué la même rigueur à ces entreprises-là, on n'aurait jamais eu des géants comme EDF ou la SNCF, etc. Donc il faut bien... L'important, c'est la dynamique, les choix qui sont faits, et ensuite le déficit... ou non, enfin le budget en tous les cas, c'est une chose qui est mise au service de la satisfaction de la politique choisie. C'est un projet politique. Voilà, bien sûr, à travers un déficit, on lie un projet politique, et le déficit, comme on l'utilise, doit servir ce projet politique.
Alors depuis ce début de semaine, ce débat en commission des affaires sociales, l'épineux, là aussi, projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont le déficit est attendu à 23 milliards d'euros. Cette année, la Cour des comptes alertait déjà dans un rapport paru au mois de mai dernier sur la perte, ce qu'elle dit être la perte de maîtrise des comptes sociaux. Et le gouvernement, le Cornu 2, a déposé un projet de loi de financement de la Sécu, déjà considéré comme l'un des plus durs jamais déposés en termes d'économie et d'austérité. Et toi, tu nous dis là que dans certaines situations, il est nécessaire de creuser le déficit, que notre rapport au déficit est biaisé en quelque sorte. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir un déficit, notamment pour des projets comme ceux-là, parce que la sécurité sociale, c'est quand même un projet politique très important pour notre pays, alors que tout le monde a l'air de s'affoler sur l'éventuelle faillite de l'État. En fait, le problème sur le budget de la Sécu, c'est qu'il y a eu, en termes de recettes, des baisses de cotisations sociales. D'ailleurs, Macron, souvenons-nous, en 2017, il arrive, il baisse les cotisations sociales, justement pour redonner du pouvoir d'achat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça aujourd'hui. Hein. Vous savez, qui veulent qu'il y ait une différence moins importante entre le brut et le net. Il y a beaucoup de gens qui défendent cette idée, avec cette idée qu'on prélève beaucoup trop d'argent, notamment pour les retraites, entre ce brut et ce net, ce qui fait qu'on appauvrit les jeunes pour permettre aux vieux de bien vivre. Mais ils oublient que ces baisses de cotisations, il y en a eu beaucoup, dont une, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2017, où Macron a baissé les cotisations et il a remplacé ça par une hausse de la CSG, ce qui a fait gagner un peu de pouvoir d'achat à tout le monde. Mais aujourd'hui, vous voyez, tout le monde l'a oublié. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que parce qu'on va supprimer un différentiel entre le brut et le net, que les gens vont tout de suite se dire « Ah, on vit beaucoup mieux ». En réalité, on l'a fait beaucoup de fois et les gens ont oublié assez rapidement. Mais il y a eu un abaissement de ces recettes de financement de la sécurité sociale. Et de l'autre côté, vous avez eu des besoins qui ont augmenté. Alors parfois, il y a eu des besoins conjoncturels. Pendant le Covid, il y a eu énormément d'argent qui a été dépensé par l'assurance maladie et l'assurance chômage également. Et puis, vous avez des tendances longues, même si moi, je n'aime pas les dramatiser, mais qui sont quand même là. C'est-à-dire le vieillissement de la population, même si c'est une tendance très longue et qu'elle ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Nous avons eu des chocs démographiques et nous avons réussi à tenir notre modèle social quand même pendant ces 30 dernières années. Mais là, vous avez un vieillissement de la population possible. On attend de voir, hein, est-ce qu'il est conjoncturel ou structurel, mais ça c'est sûr. Et avec ce vieillissement de la population, cette tendance, même si on n'en connaît pas la force, vous allez avoir une augmentation des dépenses de santé. Parce qu'une grosse partie des dépenses de santé se font après 60 ans et ce sont des dépenses souvent, malheureusement, lourdes. Donc, il va falloir faire avec. Une fois qu'on est d'accord sur ça, il y a deux solutions. Soit on se dit, bon, on va être face à un certain nombre de financements, même si on n'arrive pas à en calculer encore une fois l'ampleur. Je ne veux pas rentrer dans ceux qui dramatisent, qui disent... Parce que, par exemple, sur la natalité, je fais une petite parenthèse, mais sur la natalité, effectivement, elle diminue, mais elle avait diminué, par exemple, dans les années 90, puis elle a réaugmenté dans les années 2000. Là, elle rediminue depuis une décennie, mais quand on regarde la descendance finale, c'est-à-dire le nombre d'enfants que va avoir une femme à 50 ans. La descendance finale, aujourd'hui, elle a 1,9. Elle était à 2 il y a quelques années. Donc, on va voir. On est sûr que les gens ont des enfants de plus en plus tard. On est sûr qu'il y a une génération qui s'interroge sur le fait d'avoir un enfant ou non. Mais est-ce qu'on est rentré dans une baisse tendancielle, structurelle, forte? C'est très difficile à dire encore aujourd'hui. C'est possible, mais c'est très difficile à dire. Mais il faut anticiper ça. Si on anticipe ça, ça veut dire qu'on a besoin de ressources supplémentaires pour financer cela. Et ces ressources supplémentaires, on les aura par des hausses de cotisation. Si on ne veut pas ça, si on ne veut pas qu'il y ait de hausse de cotisation et que l'on cotise tous dans la joie, ben dans ce cas-là, il faut accepter de dire que les retraités qui vont être de plus en plus nombreux et les malades seront moins pris en charge. Et il faut le dire de cette manière-là, plutôt que de dire « oui, on en a marre de bosser pour les vieux, comme si les vieux, c'était quelque chose. » Voilà. Non, il faut dire les choses. Donc là, les personnes âgées auront moins de pension de retraite. Donc, elles devront travailler si elles n'ont pas les moyens, ou quelqu'un devra les soutenir indirectement, comme ça existe déjà. Alors, leur faire des Western Union, ou des choses comme ça, enfin des prêts, de leur donner de l'argent de poche, ou sinon, elles seront condamnées à la pauvreté. Donc, on va être vraiment dans un système qui va, à mon avis, être difficile. Ça, c'est la première chose. Maintenant, sur le budget global, le budget de l'État, c'est autre chose. Le budget de l'État, il peut y avoir des moments où l'on accepte de le creuser pour financer des investissements qu'on juge essentiels. Et c'est là-dessus qu'il faut partir. La Chine, par exemple, a creusé son déficit. Elle a dit que ça tiendrait, qu'il n'y a pas de souci, pour financer des investissements dans l'innovation. Ça lui a plutôt réussi. Ça lui a plutôt réussi, tout à fait. Les États-Unis ont un déficit à 8%, voilà, qui est plutôt majoritairement financé par des baisses d'impôts aux plus riches, un peu comme chez nous, mais à un niveau un peu plus élevé. Et chez nous, nous avons un déficit qui vient de moitié des baisses d'impôts décidées par Macron,
mais aussi de la conjoncture qui est un peu faible suite à la crise du Covid, à l'inflation, etc. Est-ce que nous sommes à la tendance est-ce que notre économie est en tendance qu'elle aurait été sans ces crises-là internationales? Non. En fait, on n'est pas lancé plein pot. Ce qui veut dire que, comme on n'est pas lancé plein pot, on peut encore un peu creuser les déficits pour soutenir l'activité. Grosso modo, l'activité, c'est la consommation, l'investissement privé, les dépenses publiques, exportation moins importation. Bon. Là, on regarde la consommation, elle est en berne, parce que les gens sont inquiets. Ils sont inquiets à cause justement de ce qui s'est passé, la dissolution, l'instabilité politique, etc. Et l'instabilité internationale un peu. Donc, ils sont inquiets. L'investissement privé est inquiet à cause de la situation internationale de Trump, mais aussi un petit peu l'instabilité politique, où ils se disent, bon, quelles vont être les hausses d'impôts pour moi, ou s'il y en a ou pas. Et vous avez ensuite la dépense publique. Et la dépense publique, si on utilise en plus ce frein en la diminuant, vous avez les trois moteurs de l'économie qui sont à l'arrêt. Et là, vous avez une faible croissance. Et si vous avez une faible croissance, à la fin, vous avez des déficits en libellé en pourcentage de PIB qui augmentent, une dette qui augmente, et ainsi de suite. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt, justement, garder le cap de cette croissance qu'on arrive à avoir, un peu supérieure d'ailleurs à nos voisins qui étaient en récession en Allemagne et à beaucoup d'autres voisins qui ont des comptes plutôt bien. Mais il faut que la finalité, ce ne soit pas la réduction des déficits, mais aussi un peu la croissance. Voilà, la croissance. Et le soutien de certaines dépenses que nous jugeons utiles. Vieillesse, santé, éducation, c'est ça. Mais ça, c'est des choix c'est de ça. C'est des choix d'avenir pour l'éducation. C'est des choix d'avenir que nous appelons ici constamment. Mais les vrais débats devraient avoir lieu là-dessus. Les vrais débats devraient se dire combien on veut mettre dans l'éducation, quelle filière on veut avantager, combien on est prêt à mettre dans la vieillesse, dans la maladie. Or là, on fait comme si tout ça, c'était des masses monétaires et on se dit, bon, il faut réduire le déficit, donc on n'a pas le choix. Ouais. On va couper là et là. C'est un peu ce qu'on lui dit, on n'a pas le choix. Hein. C'est quand même ça qu'on... La volonté, c'est de toujours dire ça, mais alors que là, on voit bien que, bien sûr, je ne dis pas que la question du déficit, c'est une question qu'on peut ne pas traiter, qu'on peut aller... Mais on a des marges de manœuvre souvent qu'on n'estime pas. Et la preuve en est, c'est que même si on a des dégradations de notes, mais on reste quand même dans des notes plutôt bonnes, même s'il y a une instabilité politique, globalement, on arrive à lever des financements encore très facilement. Donc là, il ne faudrait pas que ces discussions, qui sont parfois compliquées, où on emploie des termes, on va parler de la taxe Zuckman ou d'autres choses, aboutissent au final à quelque chose dont on a l'impression peut-être qu'il y a des avancées sociales, mais qui, dans l'enveloppe, est une régression sociale parce que c'est une baisse de la dépense publique. Donc ce que l'on va présenter comme avancement, ils ont regardé, on a gagné ça. De l'autre côté, va être pris sur la maladie qui va subir de fortes coupes ou sur les retraités. Alors justement, sur les retraites, et c'est toujours dans le cadre de ce budget de la sécurité sociale, Emmanuel Macron est revenu sur la prétendue suspension de la réforme des retraites, donc on ne sait plus trop sur quel pied danser. Il dit ni abrogation, ni suspension, mais seulement un décalage et peut-être un référendum. On l'écoute. Le Premier ministre a fait un choix pour apaiser le débat actuel qui a consisté à proposer le décalage d'une échéance. Je le dis ici parce que ça n'est ni l'abrogation ni la suspension. Sébastien Lecornu avait pourtant annoncé une vraie suspension de la réforme des retraites et qu'elle serait ajoutée au budget de la sécurité sociale. Comment tu analyses ce quiproquo ? À quoi ça rime tout ça ? Non, mais c'est marrant parce que Emmanuel Macron aurait dit ça avant, probablement que le gouvernement aurait été censuré. Parce que là, il a vraiment montré l'envers des cartes. Il a dit, voilà, ce sera juste un report. Parce que la suspension, ça peut être effectivement un report, mais ça peut être aussi un arrêt à 62 ans et 9 mois, gravé dans le marbre, avec arrêt de la durée de cotisation. Et là, c'était autre chose. Là, non, c'est un report et puis ça va reprendre. Donc, ça a créé des tensions, effectivement, au niveau de l'Assemblée. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, on verra ce qui se passera, mais il y a de fortes chances quand même que les avancées sociales sur ce budget soient minimes. Parce qu'une fois qu'il y aura eu toutes ces discussions à l'Assemblée, qui vont être très compliquées, dont on va discuter tous les jours, dans les médias, alors on va parler, encore une fois, certains vont défendre des avancées sociales, vont dire, bon, on n'a pas le choix, on a quelques avancées sociales en citant taxe Zuckman ou en citant d'autres choses, et puis d'autres vont dire, ce budget est un budget austéritaire, et les gens ne vont pas y comprendre grand-chose, et à la fin, dans ce brouhaha, ce qui gagne, c'est de dire, il nous faut un budget. Sinon, c'est très grave, quel que soit le budget. Et on en est un peu là. Vous êtes inconscient si vous êtes contre le budget. Alors que... Et donc, ça va obliger les gens à signer, à se précipiter pour... Voilà, mais je pense que, vous savez, la Bayrou, il avait joué un jeu pour avoir le Parti socialiste. Il leur avait dit, on va faire un conclave. On va faire un conclave. Le Parti socialiste a dit, c'est génial, un conclave sur les retraites. Voilà.
ça ne va pas être politique, c'est les syndicats qui vont décider, les syndicats du patronat et les syndicats des salariés. Donc tout le monde se dit OK, le PS dit bon, bah, très bien. Et puis là, vous avez, dès le discours de politique générale, Bayrou qui tape sur les retraités, puis qui envoie une note de cadrage budgétaire en disant on peut négocier, mais dans ce cadre-là, ce qui veut dire que la marge de négociation était faible. Puis après, il dit qu'il ne veut pas revenir sur l'âge. Petit à petit, voilà, il tue le conclave. Là, je pense que M. Lecornu il ne peut pas refaire la même stratégie. Donc il se dit, bon, le sale boulot va être fait par le Sénat. Voilà, le Sénat qui est majoritairement à droite. Donc là, on va discuter, oui, des choses, on met des amendements à droite et à gauche. Puis le texte passe au Sénat, qui va prendre un certain temps pour l'analyser. Puis lui, il peut le détricoter, les amendements, etc. Et puis le renvoyer à l'Assemblée. Et puis là, on est pris par le temps et la peur de ne pas avoir de budget, parce que si on n'a pas de budget, c'est très grave. Qu'est-ce qu'on fait? On le passe par ordonnance. D'accord. Et là, c'est fini. Voilà, c'est fini. Donc il faut faire, voilà, on a dit à quoi servait un budget, les orientations qu'il doit défendre, comme nous, si on appelle de nos voeux sur la santé, la vieillesse, l'éducation, etc. Mais après, il ne faut pas se satisfaire de petites avancées au jour le jour, parce que tout ça peut être détricoté en arrière-plan par le Sénat. On avance, on recule, un pas, deux pas, etc. Sur la question de la réforme des retraites, mais aussi sur la taxe d'Isukman. Mais là, c'est pas Emmanuel Macron, c'est le Parti socialiste qui veut limiter. En fait, elle veut créer une forme de mini-taxe Zuckman, finalement. Elle veut limiter la taxe sur les patrimoines en excluant les entreprises innovantes et les PME familiales. Voilà ce que Gabriel Zuckman, interrogé sur cette proposition du Parti socialiste, a répondu à nos confrères de France Info ce lundi 27. Cette proposition des socialistes, elle reprend le dispositif d'impôt plancher, qui a le grand mérite de cibler l'effort sur les personnes qui sont à la fois très fortunées et sous-imposées. Ensuite, la limitation, c'est que quand on introduit des exonérations, des échappatoires, c'est prendre le risque de lancer la machine à optimisation. C'est la grande leçon de l'ISF. En 1980, le pouvoir socialiste crée l'impôt sur les grandes fortunes, l'ancêtre de l'ISF, mais tout de suite, il en sort les mal nommés biens professionnels. Mais là, ça serait dedans. C'est-à-dire les grosses détentions actionnariales. Et là, ce que proposent de faire les socialistes... Ils gardent les biens professionnels à deux exceptions près. Alors, ils proposent de sortir les détentions de plus de 50% au capital d'une entreprise. À l'époque de l'ISF, c'était 25%. Le risque, c'est que les personnes très fortunées, vous savez, elles sont bien conseillées. Et donc, elles risquent de trouver, d'exploiter ces échappatoires pour échapper à l'impôt. Donc Gabriel Zuckman, lui, il alerte sur le risque d'échappatoire dès qu'on ouvre une brèche, parce que les personnes qui sont très aisées ont tout un tas de potentialités de trouver des moyens de s'adapter et de rentrer dans ces brèches pour échapper à l'impôt. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette proposition du Parti socialiste? Je pense que le Parti socialiste, maintenant qu'il est rentré là, qu'il a fait le choix de ne pas suspendre le gouvernement, il doit avancer ses pions. Alors là, c'est très bien parce qu'il l'appelle toujours la taxe Zuckman, alors que c'est plus du tout vraiment la taxe Zuckman. Et je pense qu'il doit y avoir qu'une version de la taxe Zuckman, c'est celle qu'il a proposée. Après, il peut y avoir des amendements, mais ça ne peut plus s'appeler la taxe Zuckman. Donc oui, il a raison, Gabriel Zuckman. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui est créé typiquement, c'est un impôt pour dire nous taxons les plus riches tout en leur laissant une porte de sortie. Parce que qu'est-ce qu'on appelle une PME innovante, en fait? Qui va définir ce qu'est une PME innovante? Non, mais c'est toujours... il faut avoir en tête que les leviers de bouclier qu'on a eu là contre la taxe Zuckman sont assez marrantes, mais elles ont eu lieu constamment dans l'histoire dès qu'il y a eu des impôts. Quand on a mis l'impôt sur le revenu, les gens ont dit mais c'est horrible, on ne peut pas avoir d'impôt sur le revenu. Puis on a mis l'impôt sur les sociétés que vraiment à différents niveaux, mais tous les grands pays ont, y compris les États-Unis, qui étaient d'ailleurs à un niveau assez similaire au nôtre. Quand on met cet impôt sur les sociétés, les gens ont dit mais c'est très grave, on crée une richesse finalement et on doit en donner une partie. Donc au début, vous avez toujours une levée de bouclier. Là, ce que fait le PS, c'est qu'il essaye de faire en sorte que le gouvernement accepte une espèce de taxe sur les plus riches, mais en leur offrant, comme il a dit, un échappatoire. Comme l'ISF, il y avait un échappatoire sur tous les biens, les œuvres d'art, etc. Et donc, il y a beaucoup de très, très riches qui ont développé des fondations pour ne pas... d'utilité publique, pour essayer de... Et en plus, donc il faut faire très attention, subventions. surtout qu'il y a toujours le risque qui demeure, y compris avec la taxe Zuckman, et c'est ça qu'il faudrait voir, c'est le risque d'optimisation fiscale à l'extérieur. Quand on regarde la littérature, il a raison de rappeler Gabriel Zuckman, et quand on regarde ce qui a été fait sur l'ISF, c'est qu'il y a peu de gens qui fuient. L'ISF, il y avait 0,6% des assujettis qui quittaient le pays, c'est rien du tout. Donc plus de 99% Alors le que payaient. C'est toujours ce qu'on nous dit. Attention, les riches vont partir, ils vont emmener leur richesse. Voilà, donc là, on verra ce que ça donnera sur la taxe Zuckman. C'est vrai que la littérature montre que les riches ne fuient pas, comme on nous le dit, mais
Là, on touche les biens professionnels avec la taxe Zuckman, ce qui était un échappatoire de l'ISF en réalité. Donc, il faudrait voir dans quelle mesure ils peuvent pratiquer un autre type d'optimisation fiscale dans les pays voisins. Donc, je veux dire, il faut se concentrer pour limiter cet échappatoire. Qui, encore une fois, dans la littérature scientifique, on n'a jamais vu quand on a taxé les riches, ils ont fui, mais il faudra quand même veiller à cela et faire en sorte qu'ils ne partent pas avec des systèmes où ils doivent payer un certain nombre d'années l'impôt, etc. Et ce qu'il faudra déjà établir, si on en crée d'autres en interne, ça ne résoudra pas le problème. C'est-à-dire qu'on aura toujours une façon de flouter les liens entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Ce qui fait que les gens, finalement, se payent le moins possible pour payer le moins d'impôts possible et ensuite jouissent d'un cadre de vie complètement démesuré grâce à leurs biens professionnels qui leur appartiennent. Voilà. Alors, pour revenir à l'enjeu du budget d'État, quels sont les enjeux auxquels le budget d'État aujourd'hui devrait répondre? Qu'est-ce qui est prioritaire? Alors, le premier enjeu, globalement, d'un budget, ce serait normalement de relancer l'activité, de faire en sorte que la France se réveille. Parce que si l'activité repart, vous pouvez avoir parfois, on a eu des périodes entre 1997 et 2001 où en valeur, en volume, le déficit a augmenté. Mais en pourcentage de PIB, il a diminué. Pourquoi il a diminué? Parce qu'on avait une activité qui était forte. Donc si on fait augmenter le PIB, on peut avoir un déficit qui se... En fait, la question, c'est le rapport entre les deux. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, là, le problème, c'est qu'avec le budget qu'on prétend nous donner avec 30 milliards d'économies, il va y avoir un impact négatif sur la croissance, comme je l'ai dit, parce qu'on va toucher un des moteurs de la croissance. Et donc, on risque d'avoir le même type de surprise en octobre l'année prochaine, où le ministre de l'économie se dit « Ah ben mince !» En termes de rentrée fiscale, c'est pas ce qu'on avait prévu. On a moins de rentrée fiscale parce qu'on a moins de croissance. Si on a moins de rentrée fiscale, on a un déficit qui est encore plus élevé. Donc si on a un déficit plus élevé, il faut encore couper plus dans la santé, dans les retraites, etc. Et on n'en sort pas. Voilà, donc la première chose, c'est l'activité économique. Et puis ensuite, il y a la question vraiment des enjeux de la société que nous voulons. Voilà, ça c'est important. Est-ce que nous voulons des innovations, par exemple, dans l'intelligence artificielle? Il va falloir faire en sorte d'investir. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça assez marrant dans la taxe Zuckman, cette levée de bouclier et ce positionnement du patron de Mistral qui était à mi-chemin entre disant il faut une justice fiscale, mais je ne sais pas si je veux la taxe Zuckman. Le fait de payer à l'État en donnant une partie de ses actions, c'est-à-dire il vend une partie de ses actions, la valeur augmente de 6%, probablement, et même plus pour cette entreprise. Il en donne 2% par an à l'État. Ça lui permet aussi de négocier avec l'État. De dire, par exemple, écoutez, moi, vous rentrez dans mon capital parce que je vous donne des actions, etc. Donc, faites en sorte de me protéger. Mon premier concurrent, c'est ChatGPT, avec une longueur d'avance que tout le monde utilise. Faites en sorte, aujourd'hui, qu'en France, ce ne soit pas ChatGPT, mais Mistral, une entreprise française dont on va connaître les données, avec qui on peut discuter, puisqu'on connaît le patron. Voilà, il aurait pu avoir une relation gagnant-gagnant avec l'État là-dessus. Demander de la protection, demander aussi que les entreprises publiques n'utilisent que ça, enfin, ainsi de suite. Voilà, faire en sorte que tout qu'il puisse se développer dans un contexte très favorable, c'est-à-dire à l'abri de la concurrence, et ne pas être racheté par ChatGPT dans peut-être quelques années, ce que personne ne voudrait. Il aurait pu demander ça, mais ça n'a pas été fait. Donc, parce qu'aujourd'hui, la vision d'un État, c'est quelque chose qui va mal se passer, alors qu'en fait, l'État peut être protecteur. Et d'ailleurs, en ayant l'État dans son actionnariat, on s'assure, et pas que en l'ayant d'ailleurs, on s'assure qu'en cas de crise, l'État vient vous sauver. C'est ce qu'il a beaucoup fait ces dernières années, pendant le Covid, pendant la crise 2008. Donc ensuite, il y a le budget. Pour revenir au budget, il y a les investissements que l'on veut. Et après, il y a les transformations sociales, le vieillissement, la santé, etc. Vous avez une grande enquête qui a montré l'explosion des cancers des jeunes, avec des scores aussi un peu impressionnants sur le cancer du sein chez la femme en France. Là, il y a un vrai débat public à avoir. Et à la fin, il y a des financements à mettre, parce que c'est une question de santé publique. On parle souvent de la consommation de sucre, de cadmium. Il y a énormément de choses aussi à faire qui sont très importantes. Et là, ça va nécessiter des réglementations, mais aussi des financements pour transformer en partie les productions agricoles, etc. Donc ça, c'est des choses dont on devrait discuter. Et aujourd'hui, la chose dont on discute, c'est on va prendre 500 millions ici, donc là-dessus, on va rajouter 500, et ainsi de suite. C'est des économies de bout de chandelle. C'est des mesurettes. Ouais. C'est des mesurettes. Et la finalité, c'est de réduire le déficit très légèrement. C'est tout. La seule finalité, aujourd'hui, c'est pas de répondre à des questions sociales ou économiques, c'est de réduire très légèrement le déficit. Pour pouvoir dire, c'est aussi... Pour pouvoir dire à nos partenaires européens, regardez, nous sommes sérieux. C'est la pression des 3% européens, toujours ?
Alors les 3%, on ne les respecte plus vraiment, mais il y a quand même dans la tête une pression des partenaires européens pour dire regardez, on fait des efforts, etc. Alors qu'on pourrait négocier avec eux, parce que surtout aujourd'hui, il y a des tensions, il y a un conflit aux portes de l'Europe, et on est quand même une des puissances les plus importantes là-dessus, donc on pourrait négocier avec eux. Et puis, après, il y a aussi, et assez souvent, une façon d'utiliser le budget pour faire des réformes qui sont passées difficilement. Voilà, c'est ce que Bayrou a voulu avec son effet de sidération sur la dette, etc. En ciblant les retraités, il y avait une volonté derrière de faire une réforme des retraites ou de couper sur ce qui va aux retraites très fortement. Donc il y a deux raisons. Il y a vraiment, on doit réduire les déficits pour être bien avec nos voisins, et de l'autre côté, c'est peut-être que cette peur qu'il y a autour de cette instabilité politique et ce budget, et peut-être la hausse des taux, ou peut-être le fait, à un moment, avait dit Madame Borne que la carte vitale ne marcherait pas, enfin toutes ces choses-là, il y a une volonté de créer un effet de sidération pour passer des réformes difficiles. Voilà. Mais en tous les cas, le budget ne répond en rien à une volonté économique et sociale. Or, le budget, comme nous l'avons vu dans la première question, son rôle, c'est ça, c'est de répondre à une direction. Voilà. Les États-Unis ont une direction, la Chine a une direction. Nous, la seule direction, c'est réduire de quelques milliards notre déficit. De toute façon, le Cornu l'a dit, il va le faire moins fortement parce qu'il s'est acheté quelques jours, mais le seul but, c'est ça. C'est ça. Et on peut réduire un déficit, et affaiblir aussi très fortement son économie. Tout comme on peut parfois creuser un déficit et renforcer son économie. Les Américains ont toujours été bien meilleurs là-dessus. Pendant les crises, ils n'ont jamais hésité à aller à 10% de déficit. Là, ils sont encore à 8% avec un libéral. Nous, à partir de 5%, un peu plus de 5%, on a toujours eu très très peur. Voilà. Ce qui fait que l'impulsion budgétaire qui avait été par exemple faite en 2008, les Américains avaient mis 3 ans pour revenir à leur niveau de richesse d'avant-crise, en allant à 10% de déficit. Nous, en allant à 5% et en voulant redresser les finances publiques, un peu comme aujourd'hui, on a mis 10 ans à revenir à notre niveau d'avant-crise. Donc le déficit a un rôle de moteur quand l'activité est un peu morose pour la stimuler. Donc là, on devrait plutôt se dire, compte tenu du contexte géopolitique, du contexte international, et de la concurrence de plus en plus difficile avec des pays sur des innovations, voitures électriques, intelligence artificielle, panneaux solaires, avec les États-Unis et la Chine, on devrait se dire c'est le moment d'y aller. Et collectivement, même l'Europe devrait se dire ça, c'est le moment d'y aller là. Parce qu'on va, dans quelques années, être très, 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 très dépendant sur un certain nombre de secteurs, et pas que sur le digital et les magnétoscopes comme dans les années 80. Là, ça va aller plus loin. Donc, on devrait se poser ces questions-là, mais visiblement, nos dirigeants sont trop obsédés par des critères plutôt que on reste un peu dans la peur, quoi. On reste dans la peur et on reste des comptables. On a été formés comme des comptables plutôt que d'être formés comme des visionnaires. Or, certains pays ont une vision de ce qu'ils veulent. Voilà. La Chine, en 2015, dans son plan, avait une vision pour 2025. Et elle a plus ou moins réussi cette transformation. Nous, on pourrait avoir une vision qui reflèterait un choix de société, qui n'est pas obligé que l'on soit les numéros 1 sur Terre. On peut même redéfinir en disant, nous acceptons d'être un pays aujourd'hui un peu plus faible qu'à l'époque économiquement, mais qui va répondre à des besoins importants pour nous. Voilà, mais ces choses ne sont pas faites. Le bilan de ce que les Français veulent, il n'a pas été fait. Et sur certains points, quand ils veulent quelque chose, souvent on fait l'inverse de ce qu'ils veulent. Voilà. On l'a vu avec les retraites, on l'a vu avec la taxe Zuckman, et on l'a vu avec un certain nombre de réformes qui ont été prises sous le quinquennat de Macron. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous le savez, nous n'existons que grâce à vous. Soutenez-nous, regardez-nous, partagez-nous. Merci pour tout et retrouvez l'Instant Porcher avec Lisa la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.